L'accord stratégique de l'Iran avec la Russie est un non-sens absolu. Maintenant, ce ne sont pas mes mots. Elles émanent de Mohamed Sadir, principal conseiller en politique étrangère de l'Iran, qui a récemment attaqué Moscou lors d'une interview. Regardez ceci. Quand Israël a frappé tous nos centres de défense aérienne, des questions sont apparues. Comment Israël les connaissait-il aussi précisément? Mon analyse est que les Russes ont transmis ces informations aux Israéliens. Sadir n'a pas mâché ses mots. Il a incendié l'alliance Iran-Russie, la qualifiant d'arnaque, de trahison et accusant Poutine d'avoir poignardé l'Iran dans le dos. Ce qui est choquant, c'est que cela survient seulement quelques mois après que Téhéran a signé un 20 ans avec Moscou. Mais depuis, l'Iran a été frappé, isolé et ignoré. Et la Russie, ils sont introuvables. Sadir pense que l'Iran a peut-être conclu un pacte inutile avec le diable. L'Iran voit maintenant Moscou comme un traître opportuniste. Voyons comment un pacte de 20 ans s'est transformé en désastre diplomatique, et comment son effondrement est en train de remodeler les alliances dans toute la région. Pour comprendre pourquoi ces mots viennent d'un lieu si passionné, il faut d'abord établir les événements qui y ont conduit. En janvier dernier, l'Iran et la Russie ont signé un accord important à Moscou. Il s'agissait d'un accord de 20 ans destiné à les lier sur tout, du commerce à l'énergie en passant par la coopération militaire. Les deux pays subissaient une forte pression économique des États-Unis et de l'Europe en raison des sanctions. L'accord apparaissait comme une bouée de sauvetage pour deux pays marginalisés, afin de rester unis. Les dirigeants se sont serrés la main, ont prononcé des discours sur l'unité, et ont présenté cela comme une initiative audacieuse pour déjouer leurs ennemis. Un moment, il a semblé qu'ils pouvaient réussir. L'Iran est entré dans cet accord avec de grands espoirs. Ils cherchaient des armes avancées pour se défendre, notamment face à Israël, leur principale inquiétude. Ils avaient les yeux rivés sur des avions de chasse russes, capables de rivaliser dans les airs, et sur des systèmes de défense capables d'abattre les menaces ennemies à longue distance. L'Iran comptait sur un soutien de la Russie en cas d'escalade, pas forcément militaire, mais au moins sous une autre forme. Cet accord résulte de plusieurs années de petits contrats, la Russie ayant déjà vendu à l'Iran des systèmes plus anciens. Mais avec le temps, ces espoirs se sont estompés. La Russie a encore reporté la livraison de l'équipement, évoquant des soucis d'usine ou la crainte de froisser d'autres pays. L'Iran a patienté, pensant obtenir gain de cause, mais l'écart entre ses attentes et la réalité grandissait. Puis est venu le mois de juin, où tout s'est effondré. Israël a lancé une attaque surprise sur Téhéran, frappant notamment une chaîne de télévision publique. Vous voyez les conséquences dévastatrices de cette frappe de missiles balistiques iraniens. Il s'agissait d'un immeuble résidentiel, pas d'une cible militaire, et il a été totalement dévasté. Le matin du 13, Israël a lancé une vague de frappes aériennes coordonnées qui allait ébranler l'armée iranienne jusqu'à son cœur. Ils l'ont appelée Opération Lion-Levant, et ce n'était pas seulement rapide, c'était chirurgical. Pendant 12 jours, les avions de chasse, drones et agents israéliens ont percé les défenses iraniennes avec une efficacité brutale. Les cibles n'étaient pas choisies au hasard, elles formaient de l'épine dorsale de la posture militaire iranienne. Sites d'enrichissement nucléaire, silos à missiles, stations radars, centre de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, batterie de défense aérienne. Au terme de l'opération, plus de 900 sites ont été frappés et des centaines de lance-missiles détruits, diminuant de près de moitié la capacité de riposte de l'Iran. Et tout d'un coup, l'illusion de la préparation s'est effondrée. À Téhéran, la direction paniquait, les communications étaient perturbées, et les chaînes de commandement fracturées. Le réseau de défense aérienne, autrefois vanté comme étant stratifié et impénétrable, s'est révélé fragile. C'était censé être le moment pour l'Iran de montrer sa force. Cela a finalement révélé une grande vulnérabilité, avec des frappes puissantes et d'une précision excessive. On avait l'impression qu'Israël connaissait tout le dispositif de défense iranien, jusqu'à la dernière antenne radar. Pour aggraver la situation de l'Iran, Israël n'était pas seul. Quelques heures après la première frappe, les États-Unis ont publié une déclaration de soutien total, qualifiant l'opération d'acte de légitime défense nécessaire. Les satellites américains, les moyens de renseignement et les avions ravitailleurs ont discrètement soutenu la campagne en coulisses. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont suivi, exprimant leur solidarité et offrant un soutien logistique. L'Occident a resserré les rangs autour d'Israël, renforçant sa position et envoyant un message clair. Ce n'était pas seulement le combat d'Israël, c'était une démonstration de force soutenue par une coalition. Pendant ce temps, la Russie
censée être le partenaire stratégique de l'Iran, est restée silencieuse. Aucune condamnation, soutien ni mobilisation. Les médias de Moscou ont minimisé les frappes et le Kremlin a esquivé les questions. Pour Téhéran, le silence était assourdissant. C'est là que les problèmes ont commencé. Pour comprendre pourquoi cela a autant touché l'Iran, il faut regarder ce que l'Iran avait réellement mis sur la table. Ce n'était pas simplement une poignée de main et quelques accords de courtoisie, c'était un investissement sérieux. L'Iran avait envoyé des milliers de drones à la Russie, y compris le Shahid 136 et d'autres variantes, alimentant la machine de guerre de Moscou en Ukraine. Ces drones étaient essentiels à la stratégie militaire russe, servant à frapper infrastructures, villes et lignes d'approvisionnement ukrainiennes. L'Iran n'a pas seulement offert son soutien, il a donné à la Russie un avantage tactique et ce n'était pas à sens unique. Téhéran attendait quelque chose en retour, pas seulement des promesses vagues ou des signes diplomatiques, mais un soutien réel et concret. Des avions de chasse modernes pour remplacer la flotte vieillissante, et des systèmes de défense aérienne pour protéger le ciel. Transfert de technologie, formation et tampons stratégiques contre Israël et l'Occident. L'accord de 20 ans signé en janvier concernait la survie, pas seulement le commerce. Il évoquait coopération, défense, développement commun et alignement stratégique. La Russie n'a pas clairement dit qu'elle soutiendrait l'Iran en guerre, mais le ton montrait une loyauté que Téhéran a perçue comme un signal. Quand les choses deviendraient difficiles, Moscou resterait à leur côté. Quand Israël a lancé l'opération Lion-Levant et frappé l'infrastructure militaire iranienne, l'Iran a attendu. Ils espéraient que la Russie condamne les frappes, fournisse des renseignements ou montre sa solidarité. Mais Moscou était resté silencieux. Aucun avion de chasse n'est arrivé, aucun S-400 n'a été déployé, aucune donnée satellite n'a été partagée. Juste du silence, et encore des excuses. La logistique, le timing, la bureaucratie, tout sauf l'action. Pour l'Iran, ce silence ressemblait à une trahison. Ils avaient soutenu la Russie alors que peu d'autres l'auraient fait. Ils risquaient sanctions, isolement et représailles pour soutenir la guerre de Moscou en Ukraine. Et lorsque leur propre ville brûlait, la Russie n'a même pas offert de paroles fermes. Aucun envoi d'urgence ni soutien visible, seulement des retards diplomatiques. Il ne s'agissait pas que d'armes, mais de confiance. L'Iran voyait la Russie comme un partenaire stratégique, voire un ami présent dans les moments cruciaux. Mais quand les missiles sont arrivés, l'amitié a disparu, ne laissant qu'une amère prise de conscience. L'Iran avait beaucoup donné sans presque rien recevoir. N'ayant plus d'autre choix et sans aide russe, l'Iran a tenté de réagir. Des missiles et des drones ont été lancés vers des villes israéliennes. Quelques-uns ont réussi à passer, endommageant des bâtiments et blessant des civils, mais l'impact est resté limité. Les systèmes dômes de fer et frondes de David de l'Iran ont intercepté la majorité des tirs. Et tandis que les médias d'État iraniens diffusaient des images de frappes réussies, la réalité sur le terrain racontait une toute autre histoire. De retour au pays, le gouvernement iranien est passé en mode gestion de crise. Ils ont saturé les ondes d'images de lancement de missiles, de drones et de rassemblements patriotiques. Les responsables ont salué la résistance et promis vengeance, mais l'ambiance en coulisses restait sombre. Des questions ont émergé. Comment Israël savait-il où frapper, et a-t-il contourné des systèmes technologiques avancés ? Et pourquoi la Russie est-elle restée silencieuse ? La guerre n'a pas duré longtemps, mais son impact, oui. C'était un avertissement pour les planificateurs militaires iraniens et les responsables de la politique étrangère. L'alliance avec la Russie était censée apporter protection, dissuasion et armes avancées. L'Iran s'est retrouvé exposé, isolé et confronté à des questions difficiles. L'opération Lion Ascendant n'était pas seulement une campagne militaire, c'était un miroir. L'Iran a vu dans ce miroir une stratégie de défense sur des bases fragiles. Un partenariat rompu et une vulnérabilité désormais évidente. En cherchant des réponses, l'Iran a commencé à soupçonner des traîtres autour de lui, l'Azerbaïdjan devenant vite le principal suspect. La logique était difficile à ignorer. L'Azerbaïdjan partage une longue frontière avec l'Iran, entretient des liens militaires profonds avec Israël, et a déjà été accusé d'avoir permis à des agents israéliens de mener des missions de surveillance depuis son territoire. Les conservateurs iraniens et les médias proches du corps des gardiens de la révolution islamique ont amplifié l'affaire, accusant Bakou de trahir Téhéran en tolérant ou cédant son territoire aux renseignements israéliens. Face aux spéculations, le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a tenté d'apaiser la situation. Ali Larajani, le haut responsable du Conseil, a publiquement rejeté les rumeurs, déclarant qu'aucune preuve ne pointait vers une implication de l'Azerbaïdjan. Il a précisé que la déclaration de Bakou n'était pas hostile à l'Iran et que les canaux diplomatiques restaient ouverts. Ce n'était pas juste un démenti, mais une réorientation stratégique. En innocentant l'Azerbaïdjan, Téhéran a montré qu'il voulait se concentrer sur des menaces réelles. Le démenti était important.
Cela a maintenu la stabilité régionale, alors que l'Iran et l'Azerbaïdjan signaient plus de 50 accords de coopération. D'autres théories persistaient, certains mentionnant les réseaux kurdes après les arrestations massives dans l'Ouest. D'autres ont laissé entendre une coordination des services de renseignement occidentaux, bien qu'aucune accusation officielle n'ait été formulée. Mais avec l'Azerbaïdjan écarté, le récit a changé. Il ne s'agissait pas des voisins, mais de joueurs majeurs, de failles profondes, et d'une guerre discrète bien avant le lancement des missiles. Ensuite, Mohamed Sadir est intervenu avec une accusation qui non seulement fait les gros titres, mais ébranle aussi les alliances. Il a affirmé que la Russie avait remis à Israël les coordonnées des sites de défense aérienne iraniens, leur fournissant ainsi le plan exact dont ils avaient besoin pour neutraliser la riposte de l'Iran. Ce n'était ni vague, ni spéculatif, a dit Sadir. C'était clair, la Russie a trahi l'Iran. Ce n'était ni un commentateur marginal, ni une source anonyme. Sadir est un membre éminent du Conseil de discernement de l'intérêt de l'État iranien, un diplomate chevronné, ayant des liens étroits avec Sektian, avec le cercle rapproché du guide suprême. Ses paroles ont du poids, son accès est réel, et le moment qu'il a choisi était explosif. Sadir est allé encore plus loin dans cette même interview, pointant du doigt Israël pour ce qu'il considère comme l'assassinat de l'ancien président iranien Ibrahim Raïssi, lors du crash d'hélicoptère en mai. Il a présenté cela comme faisant partie d'une stratégie plus vaste, où Israël aurait cherché à affaiblir l'Iran en ciblant dirigeants et sites militaires. Ce n'était pas simplement une remarque en passant. Cela traduisait sa frustration face à la vulnérabilité de l'Iran, avec des ennemis frappant au cœur de sa direction, et aucun véritable allié ne se manifestant pour l'en empêcher. Cela présentait Israël comme une force implacable sapant la stabilité de l'Iran depuis des années. Cela donnait l'impression que la guerre récente était l'aboutissement d'une longue campagne, plutôt qu'un simple événement isolé. Le moment était des plus explosifs. L'Iran était déjà sous le choc du coup de la guerre, des années d'investissement militaire réduits en ruines, des atouts stratégiques paralysés. Un sentiment de vulnérabilité plus profond qu'aucun missile ne pourrait l'être. La déclaration de Sadir a touché quelque chose de plus ancien, une inquiétude de longue date concernant la fiabilité de la Russie. Pendant des années, Israël avait frappé des cibles iraniennes en Syrie en toute impunité, souvent à portée des radars et des défenses aériennes russes. Moscou n'est jamais intervenu. Des centaines d'attaques, et pas une seule fois la Russie n'est intervenue. Les commandants iraniens l'avaient remarqué. Les stratèges qu'aux avaient en chuchoté. Mais maintenant, avec Israël frappant à l'intérieur même de l'Iran, les chuchotements se sont transformés en accusations. La Russie a-t-elle été un vrai allié ou juste un partenaire selon ses intérêts ? Comme vous l'imaginez, l'accusation a eu l'effet d'un missile dans l'establishment politique iranien. Cela a aussitôt mis la pression sur les factions soutenant l'alliance avec la Russie. Ceux qui soutenaient une coopération militaire accrue, des accords de défense conjoints, et une planification stratégique à long terme avec Moscou. Leur crédibilité fut soudain remise en cause. Le pacte de 20 ans semblait désormais une erreur. Le silence de la Russie durant la guerre de juin n'était pas seulement frustrant, mais aussi suspect. Comme prévu, malgré l'absence de preuves, les spéculations ont fusé, et les médias iraniens ont vite relayé l'histoire. Les réseaux sociaux se sont enflammés, et de nombreux analystes, anciens généraux et religieux ont donné leur avis. La Russie a-t-elle jamais vraiment été du côté de l'Iran ? Téhéran s'est-il fait avoir ? Le public, déjà choqué par la précision des frappes israéliennes, se demandait maintenant si la Russie y avait contribué. La colère s'est rapidement propagée. Les gens n'étaient pas seulement bouleversés par les dégâts, ils se sentaient trahis. L'alliance avec la Russie avait été présentée comme un bouclier, un partenariat stratégique qui élèverait la position de l'Iran et le protégerait des puissances hostiles. L'une des voix les plus fiables d'Iran affirmait que le bouclier avait été saboté de l'intérieur. Cette question ne s'est pas simplement attardée, elle a déclenché une enquête discrète mais urgente. Après le conflit Iran-Israël de juin 2025, les responsables du renseignement iranien ont lancé un examen approfondi de leur infrastructure cybernétique, ciblant surtout les systèmes des centres de commandement militaire et de la défense aérienne. Ce qu'ils ont découvert était profondément inquiétant. Plusieurs réseaux censés être isolés et sécurisés avaient été infiltrés des mois auparavant. Les intrusions, signes de menaces persistantes avancées, utilisaient des outils cybernétiques sophistiqués pour rester cachés et transmettre des données en temps réel à des acteurs extérieurs. Ce n'étaient pas que des opérations de surveillance, mais aussi des canaux transmettant du renseignement en temps réel, sans doute pour guider précisément les frappes israéliennes. Aucune conclusion officielle n'a été publiée, mais des rapports internes suggéraient qu'Israël aurait utilisé des données de ciblage provenant des systèmes iraniens. Cette révélation soulevait une possibilité troublante. Quelqu'un les observait de l'intérieur.
C'est alors que les soupçons sur la Russie se sont accentués. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. Voilà pourquoi des vidéos avec moins de 1000 vues apparaissent sur votre page d'accueil, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Si vous vous demandez s'il faut lancer une chaîne YouTube ou sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions chaque jour, et il met en avant les chaînes plus récentes et plus petites, maintenant, plus que jamais. Je suis certain que vous avez des questions sur le lancement et le développement d'une chaîne. Nous en recevons régulièrement par email. Et c'est pourquoi nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube. En cliquant sur le lien de la description ou l'affiche à l'écran. Moscou a longtemps fourni à l'Iran l'architecture logicielle militaire, incluant l'intégration radar et la coordination satellitaire. Si ces systèmes avèrent des portes dérobées ou des canaux peu sécurisés, des données sensibles pourraient facilement fuiter. Il faut encore déterminer si c'est dû à un sabotage ou à une négligence technique. Pour les analystes cyber-iraniens, il était clair que leur système de défense essentiel reposait sur une technologie étrangère, susceptible de les avoir trahis. L'incident a révélé plus que des failles techniques. Il a exposé une faiblesse stratégique désormais incontournable pour l'Iran. En réponse, Téhéran a commencé à réévaluer son infrastructure numérique, à remettre en question sa dépendance au code étranger, et à promouvoir une plus grande indépendance en matière de cybersécurité. La guerre n'a peut-être duré que quelques jours, mais ces répliques numériques sont en train de remodeler la doctrine de défense de l'Iran d'une manière qui résonnera pendant des années. Maintenant, malgré toutes ces inquiétudes croissantes, le ministère des Affaires étrangères iranien n'a pas perdu de temps pour réagir à l'explosion de Sadir. Ils ont précisé dans un communiqué que ces propos reflétaient ses opinions personnelles de diplomate à la retraite, et non la position officielle de Téhéran. Ils ont précisé que, malgré son expérience en politique étrangère, ces propos ne représentent pas le gouvernement ni sa gestion des relations avec Moscou. Cette réponse est arrivée rapidement, probablement pour éviter que la situation ne dégénère. Mais cela n'a pas arrêté la tempête en ligne, car les réseaux sociaux ont explosé avec des débats, des mèmes et des réactions passionnées de la part des gens ordinaires. Ils se demandaient si l'alliance était aussi solide qu'on le leur avait dit. Même l'émission où Sadir a révélé tout cela a publié un avertissement par la suite, précisant que ses opinions étaient les siennes et n'étaient pas approuvées par eux. Cela a accentué les rumeurs de fissures dans le système. Cela montrait comment une voix pouvait obliger tous à reconsidérer ce qu'ils pensaient de régler. La grande question est donc, si l'on considère les propos de Sadir comme un fait, pourquoi Moscou trahirait-elle ainsi l'Iran ? La vérité, c'est que le silence de la Russie n'était pas accidentel. C'était un geste calculé, façonné par un réseau complexe d'intérêts, à commencer par sa relation discrètement stratégique avec Israël. Depuis des années, la Russie marche sur une corde raide en Syrie, où elle maintient des installations militaires clés comme la base aérienne de Hamaïmim et l'installation navale de Tardis. Ces bases sont essentielles à la puissance russe en Méditerranée. Leur sécurité implique d'éviter un conflit direct avec Israël. C'est pourquoi Moscou et Tel Aviv ont mis en place un mécanisme de déconfliction. En gros, il s'agit d'une coordination en coulisses, qui permet à Israël de frapper des cibles iraniennes en Syrie sans déclencher de représailles russes. Ce n'est pas de l'amitié, c'est du réalisme. La Russie accepte les frappes israéliennes si elles ne menacent pas son personnel ou ses actifs stratégiques. Ensuite, il y a la réalité de l'Ukraine. L'armée russe est étirée à l'extrême, perdant des ressources et des effectifs dans une guerre d'usure qui ne montre aucun signe de fin. Ouvrir un second front, surtout au Moyen-Orient, qui est une région instable, serait une catastrophe stratégique. La Syrie l'a appris à ses dépens, la Russie n'ayant pas soutenu quand il le fallait, ce qui a provoqué la chute du gouvernement Assad. Fournir à l'Iran des armes avancées, ou s'impliquer contre Israël comporte un risque d'escalade que la Russie ne peut se permettre. Chaque missile envoyé à Téhéran manque au Donbass. L'économie est aussi décisive. Lorsque les tensions augmentent au Moyen-Orient, les prix mondiaux du pétrole ont tendance à grimper, et la Russie, sous le coup de lourdes sanctions occidentales, dépend de ces hausses de prix. Après les frappes israéliennes de juin contre l'Iran, les prix du brut ont bondi, injectant des revenus indispensables dans l'économie russe, déjà mal en point. Depuis que l'instabilité rapporte, la souffrance de l'Iran profite à la Russie. Si l'Iran est un partenaire pratique, Israël reste un atout stratégique. Le commerce bilatéral Russie-Israël atteint des milliards et englobe la technologie agricole et la cybersécurité. Moscou n'est pas prêt à mettre cela en péril pour Téhéran.
L'Iran est utile comme fournisseur de drones, comme épine dans le pied de l'Occident, comme source de distraction. Il n'est pas indispensable. La Russie voit l'Iran non comme un allié, mais comme un pion dans un jeu plus large. Ce jeu plus large n'est pas nouveau. Depuis plus de 10 ans, la Russie au Moyen-Orient mise sur le positionnement, non sur la protection. En Syrie, elle a soutenu Assad avec l'Iran et coordonné l'espace aérien avec Israël. Elle a vendu des armes à la Turquie tout en sapant les groupes kurdes, soutenus par les États-Unis. La Russie ne prend pas parti et cherche à rester centrale, donnant à chacun juste assez pour les maintenir dans son orbite. Pour l'Iran, cette stratégie était tolérable tant qu'elle portait ses fruits. Mais il est désormais clair qu'aux yeux de Moscou, Téhéran n'est qu'un pion de plus sur l'échiquier. Les pions peuvent être sacrifiés. D'ailleurs, en approfondissant, vous trouverez des rapports du renseignement expliquant comment. Cette soi-disant alliance a toujours été empreinte de méfiance, les deux parties menant des opérations d'espionnage l'une contre l'autre, pour garder un œil et protéger leurs propres intérêts. Ce ne sont pas que des paroles, une vraie rivalité existe, avec des conflits sur l'influence régionale et la domination dans les accords. Prenons l'aspect financier. En 2023, la Russie a investi près de 27 milliards de dollars, devenant le principal investisseur étranger en Iran en 2024. Ils ont aussi promis 8 milliards de dollars pour des projets pétroliers et gaziers. Cet argent devait sceller leur partenariat et financer des champs énergétiques et des infrastructures. Cela montre aussi que la Russie voit l'Iran comme un marché à dominer, non comme un égal. Quand les choses se corsent, comme lors de cette guerre, ces investissements ne se sont pas traduits par une aide concrète sur le terrain. Ils n'ont fait que mettre en évidence le caractère unilatéral de tout cela. Moscou évalue ses gains, les risques, et privilégie souvent ses intérêts financiers. Fait intéressant. Cette tension et fracture ne sont pas secrètes, et les rivaux régionaux de l'Iran l'ont aussi remarqué. Des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Turquie observent attentivement. Ils relèvent la vulnérabilité et l'isolement de l'Iran, après les frappes. Pendant des années, l'Iran s'est affiché comme la puissance défiant l'ordre, seule capable de rivaliser avec Israël et de surpasser les alliés des États-Unis par sa force asymétrique. Mais cette image a pâli en juin, avec la Russie montrant son manque de fiabilité. L'intouchabilité de l'Iran commence à se fissurer. Les services de renseignement régionaux semblent revoir leurs évaluations de la posture défensive de l'Iran. Mais il n'y a pas que les rivaux de l'Iran qui repensent leurs prochaines actions. Les milices alliées du pays, telles que le Hezbollah, les Houthis et le Hashd al-Sha'abi, ont aussi commencé à se poser des questions difficiles. Ces groupes comptent sur Téhéran pour le financement, la formation et l'orientation, mais attendent aussi du leadership du sommet. L'image affaiblie de l'Iran après la guerre de juin a rendu certains groupes plus prudents ou agités. Des rapports discrets ont émergé, faisant état de commandants cherchant des financements parallèles, envisageant des attaques ou limitant leur exposition afin d'éviter des représailles contre lesquelles Téhéran ne peut plus les protéger. Ce n'est pas un effondrement, mais une hésitation. Dans une région fondée sur la dissuasion, cela peut rapidement bouleverser l'équilibre. Des discussions dans les cercles de sécurité du Golfe évoquent ça dès cette période comme une fenêtre d'opportunité où l'Iran est affaibli et plus vulnérable. Bien que l'Arabie saoudite ait récemment tenté d'apaiser les tensions avec Téhéran par la diplomatie, il est peu probable que ces efforts continuent avec la même urgence. Riyad considère l'Iran comme une menace moindre. Étrangement, la trahison de la Russie pourrait avoir ouvert la voie à une redéfinition des rivalités au Moyen-Orient, avec l'Iran dans une position plus faible qu'il ne l'a été depuis des années. Poutine a été intelligent dans la façon dont il a formulé cet accord, ce que l'Iran a réalisé un peu trop tard. Un détail clé dans le pacte stratégique entre la Russie et l'Iran est qu'il évite délibérément d'inclure des garanties de défense ferme. L'accord inclut une coopération sur les exercices militaires, le renseignement et le nucléaire. Il s'est toutefois gardé de promettre un soutien militaire automatique en cas d'attaque. Cette structure n'est pas due au hasard. Dès le début, le pacte visait davantage à aligner des objectifs à long terme qu'à former une alliance de combat. Cela a donné à Moscou une marge de manœuvre, lui permettant de soutenir l'Iran diplomatiquement ou économiquement, sans être obligé d'intervenir. Avec la montée des tensions, Téhéran examine désormais les détails du contrat. Le filet de sécurité qu'il pensait avoir s'avère plus symbolique que réel. Cette prise de conscience fait mal. Non pas parce qu'on leur a retiré le tapis sous les pieds, mais parce qu'il n'a jamais été posé en premier lieu. Pour l'Iran, les conséquences de la guerre n'ont pas été qu'un simple revers. Cela a ressemblé à une trahison. Leurs réseaux de défense aérienne, autrefois considérés comme solides, ont été démantelés en quelques jours, révélant des failles béantes qui pourraient prendre des années et des milliards à réparer. Téhéran a rapidement compensé avec des systèmes locaux et présenté une plateforme censée rivaliser avec celle de la Russie. Les premiers résultats ont montré sa faiblesse, malgré des exercices et défilés de missiles pour afficher la force.
Derrière la façade, les défenses iraniennes étaient nettement plus faibles. Son économie, fragilisée par l'inflation et les sanctions, ne pouvait suivre le coup de la reprise. Le partenariat avec la Russie devait réduire cette pression. Le commerce croissait, des accords s'étaient conclus, et l'Iran a lancé la production de drones selon des plans russes. Mais au moment crucial, rien de tout cela n'a offert de protection. Pas de chasseurs, pas de système de défense, juste le silence. Leurs gains tactiques ont été annulés par une réalité. Lorsque l'Iran avait le plus besoin de son allié, il s'est retrouvé seul. Que faire? Une option, la rupture. L'Iran pourrait se tourner vers la Chine, geler une partie de ses accords avec la Russie et réduire la coopération militaire, comme les livraisons de drones. Il est plus probable que la relation se refroidisse simplement. Le commerce continuera, des accords pourront être signés. L'illusion de confiance a disparu, l'unité stratégique s'est réduite à une simple transaction. La Chine nourrit aussi ses illusions. Pékin a signé des accords commerciaux avec l'Iran, mais toujours sous conditions prudentes et limitées. Elle a bâti une relation basée sur l'influence économique, non sur la loyauté stratégique. Quand la guerre de juin a éclaté, la Chine n'a ni soutenu, ni fortement condamné. Elle est restée fidèle à sa neutralité habituelle, évitant soigneusement tout ce qui pourrait compromettre sa relation avec les États du Golfe ou Israël. Ce silence était stratégique. Pékin voit l'Iran comme une ressource, non un partenaire, et les responsables iraniens le réalisent. Le bloc de l'Est censé garantir la sécurité s'est effondré, tout comme l'espoir d'un soutien russe. Sadir et d'autres ont prévenu que Pékin, comme Moscou, agit pour ses intérêts et n'aidera pas l'Iran en cas de crise. Changer de partenaire peu fiable ne résout pas le problème de fond. Cela a suscité des appels à plus d'autonomie, tant pour l'armement que la stratégie. L'expression trompeuse de Sadir reflète l'état d'esprit national. Ce qui semblait une alliance paraît maintenant opportuniste. La Russie a aidé quand cela lui convenait, puis a disparu au moment crucial. La confiance brisée revient rarement. Ce n'est pas une tension, mais une fracture qui change tout. L'Iran et la Russie n'ont jamais été alliés, ni pendant la guerre froide, ni en Syrie, ni aujourd'hui. Partenaires par nécessité, ils étaient unis par les sanctions et des ennemis communs, non par la confiance mutuelle. L'Iran apportait géographie et guerre irrégulière, la Russie armement et influence internationale. C'était fonctionnel, pas émotionnel. Chaque accord comportait une réserve, chaque poignée de main s'accompagnait de doutes. Ils comptaient l'un sur l'autre parce qu'ils n'avaient pas de meilleures options. Des drones pour Moscou, des systèmes de missiles pour Téhéran. Mais l'influence a ses limites, et la guerre de juin les a révélées. Ce n'était pas une trahison soudaine, mais le lent effritement d'un arrangement fragile. Des années de suspicion refont surface. Les responsables iraniens se taisent. Les stratèges revoient leur approche. Le public était sceptique, et la Russie, elle ne s'excuse pas, et elle s'adapte. L'Iran fait maintenant face à un choix brutal. Continuer à jouer à un jeu truqué ou tout recommencer, en se tournant vers l'Est ou vers l'intérieur. L'alliance continue, mais l'illusion a pris fin. Désormais, il ne s'agit plus de confiance, mais de survie. Ce n'a jamais été une fraternité, juste un accord qui s'effondre.